L'information, le journal magazine avec Steve Nadjar. Steve, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Édition spéciale aujourd'hui consacrée aux tensions sécuritaires en Israël. Tsahal a mené une série d'opérations ces dernières heures contre plusieurs responsables du djihad islamique, dont son commandant en chef dans la bande de Gaza, Baha Abu al-Atta. On écoutera dans quelques minutes un extrait de l'intervention de Benyamin Netanyahou. Plus de 160 roquettes ont été tirées contre le territoire israélien. On sera en direct avec un habitant de Netivot qui nous livrera son témoignage. Et puis dans la dernière partie de ce journal, le politologue israélien Ilan Greilzamer nous éclairera sur les conséquences politiques de cette escalade de tensions. Radio J. C'est, semble-t-il, une large opération coordonnée qu'a menée la nuit dernière Tsahal contre l'état-major du djihad islamique. Une frappe chirurgicale a d'abord visé le commandant du groupe terroriste à Gaza, Baha Abu al-Atta, considéré comme le principal responsable de l'envoi ces derniers mois de roquettes contre le territoire israélien et de tirs de sniper contre des soldats de Tsahal. L'attaque a visé l'appartement où Abu al-Atta dormait avec sa famille dans le district de Shajaya, dans l'est de la bande de Gaza. Abu al-Atta et son épouse sont morts sur le coup, leurs enfants étaient blessés dans l'opération. Et dans les minutes qui ont suivi, dans ce qui ressemble à une opération parfaitement coordonnée, l'appartement d'un responsable du djihad islamique se situant à proximité de l'ambassade libanaise à Damas, en Syrie, a été visé. L'opération a fait au moins 2 morts, mais on ne sait toujours pas si le terroriste visé, Akram al-Ajouri, compte parmi les victimes. Al-Ajouri est le principal relais d'Abu al-Atta au sein de la hiérarchie du mouvement, dont la direction politique siège en Syrie. Le djihad islamique n'a d'ailleurs pas tardé à condamner cette dernière opération menée, je cite, par notre ennemi criminel sioniste. Quelques heures plus tard, en fin de matinée, ce sont 2 autres membres du djihad islamique qui ont été éliminés par une frappe de l'aviation israélienne. Selon Tsahal, ces 2 hommes représentaient, je cite, une menace imminente. L'action israélienne est donc majeure, vous le comprendrez, contre la principale force responsable des attaques à partir de la bande de Gaza ces derniers mois. Le Premier ministre sortant Benyamin Netanyahou s'est exprimé aux alentours de 11h aux côtés du chef d'état-major de Tsahal, Aviv Kohavi, et du chef du Shabak, Nadav Agarman. Et on l'écoute tout de suite, Benyamin Netanyahou. Citoyens d'Israël, Tsahal a éliminé le commandant en chef du djihad islamique dans la bande de Gaza, Baha Abu al-Atta. Cette dernière année, ce terroriste a été le principal organisateur du terrorisme dans la bande. Il a conçu, préparé et perpétré de nombreuses attaques. Il a tiré des centaines de roquettes vers les villes israéliennes limitrophes de la bande de Gaza. Il était en train de préparer d'autres attentats ces derniers jours. Il était une bombe à retardement. Son élimination a été organisée par le chef d'état-major de Tsahal, par le chef des services intérieurs du Shabak et par les responsables des services de sécurité. Sa liquidation a été évoquée à de nombreuses reprises ces derniers mois lors de réunions du cabinet de sécurité. La décision finale de l'éliminer a été prise à l'unanimité lors de la réunion du cabinet il y a 10 jours. Le cabinet m'a demandé de donner l'ordre de lancer l'opération au moment jugé le plus utile par Tsahal et le Shabak. Tsahal et le Shabak ont identifié une fenêtre d'opportunité unique de perpétrer cette opération dans les meilleures conditions, avec les meilleures chances de succès et surtout un minimum de pertes parmi les innocents. J'ai donc décidé d'accepter cette proposition commune et j'ai autorisé cette opération. Benyamin Netanyahou a également prévenu les Israéliens que cette opération prendrait du temps. Et il y a environ quelques heures, une nouvelle frappe aérienne a visé plusieurs membres du djihad islamique qui s'apprêtaient à tirer des roquettes, selon Tsahal. À l'heure où nous parlons, plus de 160 roquettes ont été envoyées en direction du territoire israélien. Les localités limitrophes de la bande de Gaza sont évidemment en première ligne, mais c'est aussi le cas d'Ashdod, d'Ashkelon et de Gadara. Selon Tsahal, 60 roquettes ont été interceptées par le système Dôme de fer. Et je vous propose d'écouter maintenant ce qu'ont vécu les habitants de Modi'in au moment de l'envoi d'une roquette près de chez eux ce matin, des Israéliens qui vivent tout près d'une rampe de lancement du Dôme de fer.
Un son très impressionnant. Gabriel Attal, bonjour. Bonjour Steve. Comment réagissent le djihad islamique et le Hamas ? Le secrétaire général du djihad islamique Ziad al-Nakhaleh, basé au Liban, a déclaré en réponse à l'assassinat que Benyamin Netanyahou avait franchi toutes les lignes rouges. Nous allons faire la guerre, a déclaré Nakhaleh. Du côté du Hamas, on prévient que l'assassinat ne restera pas impuni. Le porte-parole du mouvement terroriste palestinien Fawzi Baroum a déclaré dans un communiqué que le sang de notre peuple et de nos dirigeants est une ligne rouge et précieux pour tous les Palestiniens. L'assassinat d'Al-Atta, a-t-il déclaré, est une escalade dangereuse et une continuation de l'agression et des crimes contre notre peuple et sa résistance. Baroum a accusé le gouvernement israélien de chercher à exporter ses crimes internes et à imposer de nouvelles équations. Israël, a-t-il ajouté, doit en payer le prix et assumer la responsabilité des conséquences de cet assassinat. Et un porte-parole officiel de l'autorité palestinienne a annoncé son intention de rétablir le calme à Gaza après l'assassinat de Abu al-Atta. Alors justement, Gabriel, quel est le bilan de cette escalade côté israélien ? 29 Israéliens ont été blessés selon le Magen David Adom, dont une fillette de 8 ans qui s'est effondrée en courant pour se réfugier à Holon. Elle a été évacuée à l'hôpital Hofson dans un état grave. Dans le détail, un homme de 35 ans a été traité pour des blessures sur le corps causées par une roquette. 15 ont été blessés en cherchant un abri et 13 pour des traumatismes psychologiques. Les écoles et les crèches de Tel Aviv, de la région centre et des localités proches de Gaza sont fermées aujourd'hui et une personne a été légèrement blessée par des éclats d'obus après qu'une roquette a heurté une autoroute à l'extérieur de Gan Yavne, a expliqué Zaki Heller, porte-parole des services d'urgence du Magen David Adom. L'homme a été soigné sur place par des urgentistes, a affirmé le porte-parole. Il est bientôt 14h09, on va marquer une page de publicité et on se retrouve dans un instant. La suite du journal Steve Nadjar. Bonjour Raphaël Kelfa. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous habitez Netivot. Dans quelle situation vous trouvez-vous depuis ce matin, Raphaël Kelfa ? Depuis ce matin, on n'arrête pas d'entendre des sirènes. Ça retentit à chaque fois. Et bon, on court vite dans les abris. On a à peu près entre 20 et 30 secondes pour se mettre à l'abri. 20 à 30 secondes seulement. Voilà, ouais, à Netivot, 20 à 30. Ça dépend à chaque fois, ça dépend des lieux où vous vous trouvez, mais à Netivot, c'est 20 à 25 secondes. Et bon, plus vous êtes proche et plus vous avez moins de temps. Comment êtes-vous alerté en temps réel sur les tirs de roquettes ? Ou par l'application ou par la sirène. En général, on reçoit une notification de l'application et tout de suite après, on entend la sirène. C'est ensemble, quoi. C'est très rapide. D'accord, vous êtes également informé, j'imagine, par les médias, la radio, la télévision ? Exactement, c'est informé, on voit ce qui se passe. Parce que des fois, on entend des booms, mais on ne sait pas d'où ça vient. Mais après, on entend que c'est tombé à Sderot, c'est tombé à Ashkelon. Ça dépend des... Est-ce que des groupes WhatsApp ont été mis en place entre les différents habitants de la ville ou des localités limitrophes ? Les groupes WhatsApp, moi, je ne suis pas dans un groupe WhatsApp social. Mais j'imagine que ça a dû être fait, mais il n'y a pas besoin parce que on se met, y a l'application de Picou d'Oref qui est là et qui nous prévient à chaque moment, à chaque instant de ce qui se passe, de quoi faire, de comment agir. Donc voilà, il n'y a pas spécialement besoin d'avoir un groupe WhatsApp. Mais on reçoit des infos sur WhatsApp, des fois, de ce qui se passe, de comment faire aussi. On reçoit aussi des infos de Picou d'Oref sur WhatsApp. Ça, c'est les gens qui font passer les messages. Alors, une maison a été touchée ce matin à Netivot, près du Kikar d'Arkon. Qu'est-ce que vous en savez ? Vous avez pu voir cette maison, peut-être ? Ah non, oui, je l'ai vu pas directement. Je l'ai vu en vidéo. J'ai vu à la télévision qu'ils ont interviewé la famille qui se trouvait dedans. Oui. Il y a un gros trou dans le toit, dans la toiture. C'est rentré dans la maison. Baruch Hashem, eux, ils sont rentrés dans l'abri. Donc, ils n'ont rien eu. Ils ont eu juste une grosse peur. Et il y a une voiture à côté qui s'était touchée, heureusement, parce que c'était un garçon qui s'est arrêté parce qu'il a entendu la sirène. Il s'est arrêté donc pour se mettre par terre à côté d'un mur. Et bon, sa voiture a été touchée, mais pas lui. Donc, lui, comme il était derrière le mur, il s'est mis en fait juste derrière le mur de la maison qui a été touchée sur le toit. Donc, il a eu beaucoup de chance. Et il n'a rien eu, quoi. Il a juste senti la force et la puissance du missile, mais il n'a pas été touché par lui-même. Je crois que vous avez des enfants, Raphaël Kelfa. Comment est-ce qu'ils réagissent à cette situation ?
Alors bon, j'ai un petit bébé que j'ai eu il y a pas longtemps, donc ça réagit pas trop. Ouais. Mais mon grand, c'est vrai que mon grand, je sens qu'il est un peu perturbé, il a un peu peur. J'essaye de lui faire croire que ça va, que tout va bien. On lui montre pas de la peur, on essaye d'aller doucement dans les abris justement sans courir et sans paniquer, pour pas qu'il stresse trop, parce que c'est difficile pour lui à cet âge-là. Bon, il a quand même un peu peur. Je sens de la peur sur lui. Je sens qu'il a peur, qu'il stresse et qu'il veut être à côté de moi. Il demande souvent être à côté de moi justement. Est-ce que vous percevez que malheureusement il y a une forme d'habitude qui s'est installée dans votre quotidien par rapport à ces menaces? Pour les enfants, non. Ils ont toujours peur. C'est vrai que nous, à chaque fois au début c'est compliqué. Et c'est vrai que si après il y a 100, 200 missiles, ça commence à devenir une habitude. On a quand même un peu peur. Hein. On peut pas. On est des humains, donc on a peur que ça tombe à côté. Au prochain, jusqu'à maintenant, ça tombe toujours à côté. Mais c'est vrai qu'on a peur. Il n'y a pas une habitude. Je pourrais pas dire qu'il y a une habitude qui s'installe parce que c'est compliqué à dire. On a toujours cette peur-là d'être touché par le missile et de se la prendre, quoi. On a peur que ça arrive chez nous. Voilà, c'est arrivé dans cette maison en Étivote, ça aurait pu arriver sur ma maison. C'est vraiment compliqué. Moi qui n'ai pas d'abri chez moi à la maison, heureusement ma mère habite à côté, donc je suis parti chez elle à la maison. C'est difficile. J'imagine les autres personnes qui n'ont pas leurs parents à la maison, qui n'ont pas d'abri spécialement. Enfin, l'abri, on a un abri, mais on habite au 3e étage sur l'ascenseur, il est tout en bas. Le temps qu'on descende, c'est un peu tard, quoi, avec les 3 enfants. Donc on se met dans les escaliers, du coup. Donc quand je sens que ça va durer longtemps... Et vous n'y parviendrez pas en 20 secondes, si j'ai bien compris. 20 secondes ne serait pas suffisant. Non, ne serait pas suffisante. C'est impossible. Non, tout seul, oui, mais avec ma femme et mes enfants, c'est impossible. Impossible. Donc, du coup, je reste dans les escaliers, ou alors je me mets dans une chambre qu'on a au milieu de la maison qui est assez protégée. Mais voilà, quoi, en espérant en priant, et que ça tombe pas sur nous, que ça tombe à côté, et que ça tombe pas du tout, même. Seriez-vous favorable à une intervention militaire plus large de Tsahal dans la bande de Gaza? Dans le cas où ça pourrait arranger, oui, ça serait bien, mais je pense pas que ça arrangerait les choses. Je pense que ça arrangerait les choses pour 1 an, 2 ans, mais après ça recommencera, quoi. Ils vont se réarmer, ils vont se préparer. Il y a déjà eu plusieurs guerres, on a vu, et ça revient à chaque fois. Donc s'il y a une opération qui peut se faire, qui est définitive vraiment, qui met le calme pendant vraiment 10-15 ans, ça serait intéressant, mais là c'est juste faire des soldats et ça... J'y crois pas, c'est possible qu'ils le fassent, mais moi j'y crois pas. Je préfère pas perdre de soldats, pas perdre de vie. Et j'espère que ça va s'arrêter. Ils vont avoir une affacatèche comme à chaque fois, ils font un arrêt, quoi. Un cessez-le-feu, ouais. On arrive à un accord. Un cessez-le-feu, exactement. Mais l'opération militaire, franchement, si ça peut arranger vraiment les choses pour 10-15 ans sur la longue, c'est bien, mais si c'est juste pour être en sécurité 1 an ou 2, et après ça retombe encore une fois comme ça tombe maintenant, je vois pas quoi ça sert de perdre des soldats pour ça, quoi. On aura gagné 1 an de tranquillité, et après ça recommence, et après encore une fois on envoie des soldats. Donc je comprends ceux qui aimeraient bien que les soldats rentrent, parce que ça rassure en quelque sorte, et on se dit bon, on va rentrer, on va les calmer, mais si c'est pour les calmer pour 1 an et après ils reviennent en force, c'est compliqué. Raphaël Khelfa, merci beaucoup. Prenez soin de vous et de votre famille. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. La plupart des responsables politiques israéliens ont évidemment réagi depuis ce matin au réchauffement de la frontière sud. Gabriel Attal, on démarre avec le président Reuven Rivlin. Oui, le président a déclaré dans un communiqué: nous soutenons les forces de sécurité qui œuvrent depuis longtemps pour le succès des opérations de ce matin. Ce n'est pas le moment de faire des querelles politiques et ceux qui le font ne donnent aucun crédit. C'est le moment d'arrêter de telles déclarations tout de suite. Citoyens israéliens, écoutez les instructions qui permettent de sauver des vies et donnez le ton soin de vous-même, a ajouté le chef de l'État. Et Benny Gantz a apporté son soutien ce matin à l'opération de Tsahal. De cette nuit, la lutte contre le terrorisme est permanente et nécessite des moments de prise de décision difficiles, a rappelé le leader de la liste bleu-blanc sur son compte Twitter. Le gouvernement et l'armée ont pris la bonne décision cette nuit au nom de la sécurité des citoyens israéliens et plus particulièrement des résidents du sud du pays, a estimé l'ancien chef d'état-major, avant d'ajouter: Bleu-Blanc soutiendra toute opération
militaire au service de la sécurité d'Israël et placera la sécurité des résidents avant la politique. Tout terroriste qui menace notre sécurité est en danger de mort. Gabi Ashkenazi, quant à lui, numéro 3 du parti centriste et ancien chef d'état-major, a déclaré qu'Israël a envoyé un message important cette nuit, que chaque terroriste est à sa portée et que sa vie est en danger. Même son de cloche du côté d'Amir Peretz, chef du parti travailliste. Dans de tels moments, il est important d'apporter un soutien absolu à l'armée israélienne et de renforcer le moral des résidents dont la résistance au fil des ans est la véritable force d'Israël, a-t-il affirmé, avant d'ajouter la sécurité des citoyens israéliens passe avant toute autre considération. Qu'en pense Avigdor Lieberman ? En revanche, pour l'unité nationale, on repassera. Le leader du parti Israël Beiteinu a précisé qu'il y a un an, quand il était ministre de la Défense, il avait appelé à effectuer un assassinat ciblé du chef du djihad islamique, Baha Abu al-Atta. Lieberman a ajouté que c'est Benyamin Netanyahou qui l'en avait empêché de force, peu importe la raison. Netanyahou l'a fait, mieux vaut tard que jamais, a conclu l'ancien ministre de la Défense. Merci Gabriel. Bonjour Ilan Greilzamer. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Bar-Ilan. On va revenir sur les conséquences politiques de cette escalade, mais avant cela, peut-être un mot sur la situation sécuritaire. Se dirige-t-on, selon vous, vers une guerre ? Écoutez, on ne sait rien de ce qui va se passer par la suite. On voit l'enchaînement des événements depuis cette nuit, les tirs de roquettes, maintenant environ 160 roquettes qui ont été tirées. Vers où va-t-on ? Les deux possibilités existent, vers un certain calme qui reviendrait petit à petit entre aujourd'hui, demain ou les jours suivants. Et donc, quels seraient les facteurs qui permettraient de revenir à une situation de calme ? Nous sommes liés aux décisions des gens de Gaza. Ce sont eux qui peuvent décider soit d'augmenter la violence et la pression, soit d'arrêter. Il faut rappeler peut-être à vos auditeurs qu'il s'agit là du djihad islamique, qui est l'organisation minoritaire à Gaza. L'organisation majoritaire, le gouvernement de Gaza, c'est le Hamas. Et la question, c'est est-ce que le Hamas veut se joindre, ce qu'il n'a pas fait pour l'instant, aux actions du djihad islamique qui a été frappé, ou est-ce que c'est l'intérêt du Hamas de continuer vers un arrangement avec Israël et de ne pas envenimer les choses. Donc ça, c'est un grand point d'interrogation. Il n'y a pas actuellement de réponse à cette question. Et dans l'hypothèse, Ilan Greilzamer, où il y aurait un Hamas qui se joindrait au djihad islamique, est-ce que vous seriez à moyen terme favorable à une intervention plus ample d'Israël dans la bande de Gaza ? Une question d'Alexis Lacroix, directeur des programmes de Radio J. Écoutez, c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre. D'un côté, c'est vrai qu'un pays comme Israël ne peut pas, à terme, être sujet constamment à la possibilité que la bande de Gaza, un territoire qui est à côté d'Israël, lui envoie, quand ça lui chante, des roquettes sur son territoire. C'est une situation qui est anormale et qui devrait prendre fin d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est sûr. C'est quelque chose sur lequel tout le monde peut être d'accord. Comment arriver à ce résultat ? Pour l'instant, toutes les années qui ont passé depuis 2005, depuis que nous avons abandonné la bande de Gaza, eh bien, personne n'a trouvé de réponse à cette question. C'est possible qu'une guerre totale avec des pertes de soldats et avec toutes les conséquences extrêmes que ça pourrait entraîner pour Israël, il est possible qu'on écraserait le Hamas et le djihad islamique, encore une fois moyennant des pertes, la pression internationale, etc. Ce que d'autres disent, c'est qu'il vaudrait mieux d'essayer d'améliorer la situation humanitaire qui est catastrophique dans la bande de Gaza et faire que les habitants de Gaza n'aient plus autant d'intérêt
à faire ce qu'ils font sur la frontière Gaza-Israël toutes les semaines, tous les vendredis, tous ces incidents meurtriers et ces roquettes. Donc il y a les deux voies qui sont possibles, la voie de la force et la voie, disons, de l'aide humanitaire et de l'apaisement. Pour l'instant, ni l'une ni l'autre de ces deux voies n'ont réussi à résoudre ce problème, et c'est un problème qui est très sérieux, puisque chaque fois qu'Israël tente quelque chose comme la liquidation d'un des grands chefs terroristes cette nuit, nous avons cette pluie de roquettes sur tout le territoire d'Israël, aujourd'hui jusqu'à Tel Aviv, et c'est quelque chose qu'à terme, un pays, un État ne peut pas supporter. Ilan Greisamer, les tenants de la force sont peut-être un représentant de plus au sein de la hiérarchie du pouvoir, puisque ces frappes interviennent au moment même où Naftali Bennett prend ses fonctions de ministre de la Défense. Est-ce qu'il peut avoir une influence décisive sur les décisions qui vont être prises dans les prochaines heures par Benjamin Netanyahou et Tsahal ? Non. Là, il ne faut pas faire d'illusions. La nomination par Netanyahou de Bennett comme ministre de la Défense a été uniquement motivée par le fait que Bennett était tenté, semble-t-il, d'aller avec Carol Lavan et Benny Gantz, et qu'il fallait lui offrir quelque chose pour qu'il reste à tout prix dans le bloc dirigé par le Likoud. Bennett ne sera pas très longtemps ministre de la Défense. S'il y a un gouvernement d'union nationale, par exemple, entre le Likoud et Carol Lavan, ça sera évidemment quelqu'un d'autre. C'était une nomination de circonstance. Non, celui qui décide, en fait, c'est Netanyahou, qui est actuellement le Premier ministre d'Israël. Même si c'est un gouvernement de transition, c'est lui qui décide, c'est lui qui donne le feu vert aux militaires. Et d'ailleurs, ce matin, il y a eu cette conférence de presse conjointe. On en a parlé tout à l'heure. Le ministre Netanyahou et le chef de l'armée, mais il n'y avait pas Bennett. Bennett était absent, ça m'a beaucoup étonné, mais c'est un fait que ce n'est pas lui qui joue un rôle essentiel actuellement. Est-ce que la crise sécuritaire peut déboucher sur ce qui semblait impossible il y a encore 24 heures, à savoir un gouvernement d'union nationale ? Je crois ni plus ni moins qu'avant ces événements. Il y a au fond, parmi les commentateurs aujourd'hui, deux groupes. Il y a ceux qui disent, de toute façon, c'était un terroriste horrible et terrible qui ne faisait que préparer des actions contre Israël. On a bien fait de le liquider, que ce soit maintenant, il y a un mois ou dans un mois, c'est ce qu'il fallait faire. Il ne faut pas ignorer que certaines personnes, vous avez mentionné Lieberman, mais on pourrait mentionner ce matin Omer Bar-Lev, qui est un des principaux dirigeants du Parti travailliste, laissent penser que des considérations politiques ne pourraient pas être étrangères à la décision de Netanyahou de liquider cet affreux terroriste. Et c'est une position que vous partagez, Ilan Greisamer ? Écoutez, il y a des choses qui sont des points d'interrogation. On ne peut pas dire franchement que des considérations politiques étaient mêlées, mais on ne peut pas dire qu'elles n'étaient pas mêlées. Et vous croyez pas, Ilan, Alexis Lacroix, Ilan, vous croyez pas que c'est quand même une forme de petit conspirationnisme, enfin, c'est-à-dire d'imaginer qu'il y aurait en quelque sorte un calcul politicien derrière une intervention qui avait sa légitimité militaire, quoi qu'on en pense? Pour une fois n'est pas coutume, je ne suis pas entièrement d'accord avec vous. Pas de problème. Ce n'est pas une petite considération. Moi, je suis dans le domaine de la science politique et non de l'armée et des opérations militaires. C'est un fait que, hier encore, Netanyahou dénonçait la possibilité qu'il y ait un gouvernement minoritaire de Carol Lavan soutenu par les partis arabes. Il est vrai que cette action de cette nuit empêche d'une certaine façon un tel gouvernement minoritaire, puisque évidemment Carol Lavan, on l'a dit pour Benny Gantz, soutient cette action, alors qu'évidemment il serait très difficile d'avoir le soutien des partis arabes à une telle opération. Donc
excusez-moi Alexis, mais ce n'est pas de la petite réflexion politicienne. Il faut analyser les choses. Il est vrai qu'il y a des conséquences politiques à des décisions comme celle qui a été prise d'éliminer maintenant ce terroriste. C'est ce que dit Lieberman. Lieberman nous fait observer qu'il y a très longtemps que ce terroriste est sur la liste des gens à liquider, que lui, Lieberman, quand il était ministre de la Défense, a proposé à Netanyahou de liquider ce personnage et que Netanyahou avait à l'époque refusé. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait cette nuit ? Est-ce qu'on dit l'armée disposait d'autant d'éléments que ceux dont elle dispose aujourd'hui ? Parce Netanyahou a parlé de fenêtres d'opportunité. Voilà, c'est la thèse du Likoud, c'est la thèse de la droite israélienne qui nous dit qu'est-ce que vous racontez ? C'est parce qu'il n'y a que cette nuit que l'occasion s'est présentée de pouvoir le tuer sans causer évidemment des dégâts tout autour et tuer énormément de personnes autour. Oui, c'est une possibilité. Une autre est celle que Lieberman et Omer Bar-Lev ont soulevée. Et si on suit la politique israélienne de très près et la situation du Premier ministre, qui n'est pas extraordinaire, à 2 semaines ou 3 semaines de la décision du procureur de l'État de le mettre ou non en accusation, on peut se poser des questions sans être accusé de penser à de la politique politicienne. Merci Ilan Greisamer d'avoir répondu à nos questions. Bonne fin de journée. Au revoir. C'est la fin de cette édition. Retour de l'information à 15h. Et retrouvez tout de suite l'émission d'Eric Lewin, Israël Business.